Alors aujourd'hui, nous quittons le monde des marchés et nous allons parler du risque de crédit dans les portefeuilles retail, c'est-à-dire les portefeuilles de la banque de réseau. Une spécificité de ce risque est qu'il est différent selon le type de clientèle et même selon le type de financement. Les clients constituant le marché du retail comprennent d'une part les particuliers et d'autre part la clientèle des très petites entreprises et des entrepreneurs. Les principaux types de prêts sont, premièrement, les crédits immobiliers, pour financer l'achat d'un bien immobilier sur lequel il existe en contrepartie une garantie pour la banque, une hypothèque ou une caution du crédit logement par exemple. Deuxièmement, les prêts à la consommation. Il s'agit d'un crédit échelonné servant à financer l'achat de biens de consommation, automobiles, matériel électroménager, etc. Et à titre d'exemple, les prêts octroyés du type paiement en 3 fois sans frais sur les lieux de vente sont des crédits à la consommation. Troisièmement, les crédits renouvelables ou revolving. Le prêteur met à disposition de l'emprunteur une somme renouvelée chaque année dans laquelle il est possible à tout moment de puiser de l'argent, c'est-à-dire d'emprunter. Et enfin, quatrièmement, les découvertes bancaires sur les comptes à vue. Les grandes banques ont des expositions de crédit globalement identiques sur leur clientèle retail et non retail. Sur le marché des particuliers, les crédits peuvent être accordés par des banques via deux canaux. Premièrement, la banque relationnelle, c'est-à-dire par exemple les agences bancaires. La décision d'accorder un prêt est motivée alors par la relation commerciale et se fait via une analyse du client par le conseiller clientèle. Cette analyse étant complétée par des outils d'analyse interne. Et deuxièmement, une banque de masse, dans laquelle les processus d'acceptation sont plus automatisés et font appel à des outils statistiques plus développés que sur la clientèle d'entreprise, notamment dans un souci de donner une réponse rapide, souvent immédiate, aux clients. Par exemple, les sociétés de crédit à la consommation permettent le financement d'un bien directement sur le lieu de vente, à titre d'exemple, l'achat à crédit d'un appareil électroménager. Le niveau de risque dépend principalement de deux facteurs. Premièrement, la qualité de crédit des clients. Mentionnons à titre d'exemple les prêts à des personnes n'ayant pas un contrat de travail à durée indéterminée, un CDI, qui ont statistiquement un risque de crédit plus élevé que celles bénéficiant d'un CDI depuis plus de 24 mois. Pour un client donné, le risque sur les différents prêts n'est d'ailleurs pas le même. Par exemple, la différence entre les crédits à l'habitation, à l'habitat, à comparer avec les crédits renouvelables. Et deuxièmement, la capacité de la banque à recouvrer les sommes dues par le client en cas de non-remboursement, comme la saisie des biens apportés en garantie, le bien immobilier par exemple. Voilà pour les deux facteurs de risque principaux. L'environnement économique influe bien sûr sur ces deux facteurs. En période de crise, le nombre de clients perdant leur emploi croît, augmente, ce qui influe mécaniquement sur le nombre de défaillances de particuliers. Par ailleurs, en cas de situation économique un peu tendue, la dévalorisation de certains biens peut également influer sur la capacité pour la banque à recouvrer les sommes dues. À présent, nous allons décomposer la vie du crédit dans ces trois principales étapes. Ces trois étapes sont, premièrement, l'octroi. Quel canal d'acquisition, comment optimiser l'octroi, quelle protection du consommateur. Deuxièmement, le suivi du portefeuille de crédit, c'est-à-dire s'assurer que le niveau de risque qui se matérialise est conforme au niveau de risque souhaité. Et troisièmement, les difficultés rencontrées par un client et les processus associés, qui sont le recouvrement notamment, lorsque des impayés sont constatés, et le provisionnement en cas d'impayés également. Alors tout d'abord l'octroi. La maîtrise de l'octroi se fait en activant les leviers suivants. Premièrement, une identification des facteurs de risque sur les produits bancaires proposés. Par exemple, pour un crédit immobilier, quelle est la capacité de la banque à évaluer les biens financiers, soit directement, soit via un prestataire externe. Deuxièmement, un choix des critères de risque rigoureux. Maturité maximale des prêts, taux d'endettement autorisé, reste à vivre minimal requis, type de contrat de travail accepté, liste des justificatifs obligatoires, etc. L'ensemble des critères constitue
de ces critères constitue la politique de crédit. Troisièmement, cette politique de crédit peut être utilisée conjointement à des techniques statistiques qui vont permettre d'optimiser l'octroi. Par exemple, l'analyse statistique des dossiers qui va permettre de séparer les demandes de crédit en trois principales catégories. Les bons dossiers d'un côté, acceptables, les mauvais dossiers de l'autre, à rejeter, et puis les dossiers intermédiaires à étudier individuellement. En France, les informations sur les clients sont regroupées dans un fichier national des incidents de remboursement au crédit particulier, le FICP, qui recense les emprunteurs ayant des incidents de paiement caractérisés. Dans certains pays, il existe des fichiers dits positifs, les crédits de bureau aux États-Unis et dans d'autres pays également, qui recensent les crédits en cours des emprunteurs et les incidents de paiement associés. Et enfin, dernièrement, les seuils d'acceptation automatique, appelés cut-off, qui peuvent être modifiés dans le temps en fonction de la politique commerciale de la banque. Passons à présent au suivi. C'est le deuxième point. Le suivi est également très important dans l'ajustement des paramètres d'octroi. Le suivi du risque retail s'effectue par génération d'octroi, qui correspond à l'ensemble des prêts octroyés pendant une période de référence, par exemple à fréquence mensuelle, janvier, février, etc., ou trimestrielle, premier trimestre, deuxième trimestre, etc., de chaque année. Un tel suivi par génération permet de suivre la qualité de crédit entre génération d'octroi et d'apporter aux besoins des actions correctrices souhaitées, du type durcissement des règles d'octroi en réaction à un niveau de risque trop élevé, ou au contraire un allègement des conditions d'octroi lorsque le niveau de risque est en dessous du seuil de référence. Mais cette analyse permet aussi de construire des courbes de référence en termes de pertes cumulées pour chacune des générations octroyées. Alors, être capable d'estimer des courbes de référence de défaut et de coût du risque final, à terme, à maturité, offre plusieurs avantages. Premièrement, estimer si une génération est plus ou moins risquée par rapport à une courbe de référence et prendre des mesures adéquates suffisamment tôt, par exemple une réduction des risques en diminuant l'endettement maximum autorisé ou en augmentant la part minimale d'apport personnel ou encore un score d'octroi minimal, etc. Deuxièmement, évaluer le coût du risque à venir sur les prochaines périodes, les prochains trimestres, les prochaines années. Et enfin, et troisièmement, piloter le risque retail, c'est-à-dire intégrer cette anticipation du coût du risque dans la tarification des nouveaux prêts qu'octroiera la banque à ses clients. Alors lorsqu'un client rencontre des difficultés pour rembourser, et c'est le troisième point, pour rembourser son crédit, la banque va mettre en place 3 actions successivement. Premièrement, le recouvrement amiable, deuxièmement, le recouvrement contentieux, et enfin, troisièmement, le provisionnement. Le recouvrement amiable est opéré par la banque sur les premiers impayés. L'objectif de la banque est alors de remettre le client sur le chemin du paiement. Rappel de l'obligation de paiement, conseil de gestion, etc. Au besoin, des solutions peuvent être proposées. Un étalement des sommes dues sous condition de reprise régulière des paiements, ou bien une restructuration du prêt ou de plusieurs des prêts du client. Lorsque la phase de recouvrement amiable n'a pas permis de trouver une solution, la banque entre dans une phase de recouvrement contentieux. Celle-ci se traduit par la demande au client de remboursement sans délai des sommes dues, capital restant dû, intérêts, pénalités de retard, agio, etc. Et c'est ce qu'on appelle la déchéance du terme, qui s'accompagne d'une démarche juridique. En France, il existe une procédure de sauvegarde des particuliers, la procédure de surendettement, dont le but est de formaliser un plan d'apurement des dettes, possiblement après effacement d'une partie d'entre elles, via la procédure de rétablissement. En France, environ 200 000 dossiers par an sont traités par la commission de surendettement. En résumé, qu'avons-nous appris ? Chaque type de produit a ses propres facteurs de risque. Les paramètres influents sur le niveau de risque d'un prêt sont la qualité de crédit du client, ainsi que son comportement, et le package de garantie associé au prêt. L'octroi repose sur une politique de crédit de la banque, sur des modèles de scoring et sur les seuils d'acceptation des crédits, les fameux cut-off. Et enfin, le suivi du risque est essentiel dans la gestion du risque
et dans le pricing.